Bonjour, je vois des visages connus et amicaux, et des visages inconnus mais pas inamicaux, j'espère. Nous avons accueilli il y a lundi dernier, depuis lundi, les Master 1, EdTech, Éducation et Technologie, et qui est un petit groupe d'une vingtaine d'étudiants et qui réunit deux Américains, une Grecque, une Espagnole, un Albanais, un Russe, une Chinoise, une Japonaise, enfin j'en oublie quoi. Et pour vous dire que cette question de la transformation de l'éducation fait venir du monde entier, dans des petits coins du monde, des jeunes gens et des jeunes filles qui veulent se retrouver pour, venant de situations fort différenciées, mais avec des points communs qui est l'éducation est la clé du déblocage des inégalités et des impasses du monde, et c'est là qu'il faut se placer quand on veut changer le monde aujourd'hui. Voilà. Et c'est très étrange de voir, enfin c'est très beau de voir la communauté d'enjeux qui peut unir des gens qui ont des parcours et des lieux de vie culturels ou disciplinaires extrêmement différents les uns des autres. Donc on n'est pas là tous ensemble par hasard, et je crois que l'enseignement supérieur aussi est en train de questionner très vivement son rôle d'institution au centre d'une société, de sociétés qui découvrent dans des zones de plus en plus larges et éloignées de l'université que la question de comment on apprend, pourquoi on apprend et comment on apprend à apprendre dans une société connectée est devenue effectivement une clé qu'on retrouve dans les objectifs du millénaire autour de la lutte contre la pauvreté, pour l'égalité d'accès à la connaissance, etc. Donc on est au CRI, on est dans cette vision-là, et je trouve ça beau que les enseignants du supérieur opèrent cette ouverture. Parfois, on pourrait dire, malgré leur vie institutionnelle, quoi. Malgré le poids, non pas des individus, mais des organisations de la décision et du changement qui sont quand même un sujet en soi. J'ai pris le titre Fabriquer pour apprendre puisque j'ai compris que c'était la commande du jour, et j'ai voulu donc là pour le coup aussi rendre compte d'éléments qu'on avait vus dans les auditions et dans les enquêtes qu'on a menées au Conseil national du numérique. Mais il y a quand même ici aussi un trait particulier, c'est qu'il y a 3 ans on a ouvert un Open Lab, un makerspace scientifique, et que donc on a aussi un recul sur cette activité. Donc je vais faire une première présentation fondée beaucoup sur des images pour mettre un peu en scène les origines de ces mouvements, enfin de façon avec du parti pris, hein, c'est pas du tout exhaustif, c'est vraiment des points d'entrée sur lesquels on peut discuter ensuite. Et puis ensuite, selon vos demandes, je pense qu'on aura, on pourra à ce moment-là, vous pourrez prendre la parole et le lead de la discussion. Les points sur lesquels on peut compléter, si cela vous intéresse, bien sûr, c'est comment on crée un lieu de ce genre, comment on le pilote, combien ça coûte, à quoi ça correspond en termes de community building, en termes de relations avec les autres formes d'enseignement. Et je pense que ça se prête mieux à une discussion ouverte qu'à une présentation, voilà. Mais je voulais démarrer avec quelques images. Ah oui, et puis j'ai mis aussi apprendre et devenir rester chercheur, parce que là je suis un peu dans les statements du CRI où à l'instigation de François Tadei, une phrase qu'on répète beaucoup, c'est que bon, on est NAI, accent circonflexe T, chercheur, on est chercheur, et l'idée c'est que de trouver un continuum entre le questionnement de l'enfant qui veut savoir pourquoi, et auquel souvent l'école répond tais-toi, pas maintenant, autrement, à un autre moment. Et comment retrouver cette énergie de la curiosité et du désir, comment ne pas le stopper en le canalisant trop, et comment en refaire la clé d'une société apprenante. Voilà. Et de ce fait, on a ces 3 mots, donc devenir, rester chercheur, apprendre et vivre dans cette énergie de la découverte et de la recherche, et des méthodes aussi qui s'en suivent. Et nos 3 mots, quand nous formons nos étudiants EdTech, on dit créateur, chercheur, entrepreneur. Hein, dans cette, voilà. Et là, j'ai mis création, recherche, inclusion, parce que entrepreneur, c'est une forme... un mot un peu réducteur, mais c'est entreprise de soi, et sans aller jusqu'à l'idée de designer sa propre vie, comme le disait Bernard Stiegler. Il y a cette idée d'une société plus inclusive, comme on dit, même s'il a encore l'adjectif prêt à discussion, société plus inclusive où chacun peut trouver sa place, sachant que quand je ne suis pas capable de défendre mes sources, mais j'entendais une prof de sciences cognitives dire qu'entre 15 et 20%
des enfants actuellement scolarisés ont d'une façon ou d'une autre un syndrome de type 10, dyspraxie, dyslexie, 10 quelque chose, et que beaucoup plus qu'on ne pense ont une place sur ce qu'on appelle maintenant le spectre autistique, avec donc une forme d'intelligence, une forme de rapport à la cognition qui n'est pas du tout représentée dans les styles cognitifs dominants. Donc il y a quand même des questions que le numérique a permis de poser à cause de la diversité, d'une meilleure reconnaissance de styles cognitifs dans les façons de transmettre de l'information. Et la question de l'inclusion rappelle quand même la question essentielle qui nous réunit, c'est que l'enjeu de l'école, c'est que chacun puisse trouver son école dans une école qui est aussi l'école pour tous, et ça vaut aussi pour l'université. Surtout si on considère que la capacité d'apprendre et d'apprendre tout au long de sa vie est la clé de l'insertion actuelle et surtout future, puisque la rente du diplôme semble s'atténuer au profit d'une plasticité, d'une souplesse, d'une créativité dans le parcours qui devrait prendre des proportions non imaginables aujourd'hui. Alors, je voudrais, pour la question des makerspace et des hackerspace et des Fab Labs, je ne vais pas reprendre la belle histoire de Neil Gershenfeld et du MIT. Je vais prendre une racine plus lointaine en rappelant, en fait, j'ai fait ces choix, parce que je n'ai pas du tout l'intention d'être exhaustif, c'est trop compliqué. Je voulais juste poser des signes pour commencer à discuter avec vous. Et je voulais commencer en vous rappelant, là j'ai pris une image du Bauhaus et de l'école du Bauhaus, fondée par Gropius. Là, je crois que c'est une image qui vient de Weimar, et où on voit en fait les participants un peu de tous âges assemblés et qui sont en train de faire du découpage de formes. Et je voulais rappeler à cette occasion, la première image que je cherchais, je voulais trouver une image du musée des arts décoratifs, parce que nos musées d'art décoratif sont avant tout des musées pour l'artisanat et des musées où on se réunissait pour regarder comment étaient faits les objets. Et de la même façon, les musées scientifiques, là j'ai pris l'image de les fameuses scènes de découverte du champ électrique au Palais de la Découverte, le fait d'apprendre en faisant et d'apprendre dans une relation un peu thaumaturgique, en regardant d'abord la chose qui est faite et qui fonctionne, en se demandant ensuite comment on pourrait la refaire et en se demandant enfin ce qu'on pourrait faire pour soi à partir de cela, eh bien c'est quelque chose qui est à la base d'une tradition d'enseignement en Europe, en France, un peu hors de l'école, un peu négligé, un peu privilégié dans l'enseignement technique, mais qui aujourd'hui se retrouve d'une certaine façon au cœur. Ce n'est pas simplement des bricoleurs qui débarquent pour envahir nos universités, c'est une tradition finalement extrêmement ancienne, et je voulais juste poser ce fil qui a beaucoup de sens quand même pour nous. Et puis j'ai mis aussi une image d'un plat de Bernard Palissy, parce que c'est encore une autre racine qui est rappelée par la philosophe et historienne des arts Patricia Falguière, qui pose la question de la façon dont l'innovation est arrivée à la Renaissance, en rappelant que la Renaissance culturellement est marquée par l'imitation. C'est le moment où les œuvres d'Aristote sont accessibles, sortent des monastères, et la pensée d'Aristote est une pensée de l'imitation totale, c'est-à-dire le travail de la science et la découverte de la nature et la description de la nature. Mais chez Aristote, il y a l'idée que si on arrive à faire cette description de la façon la plus précise possible, par exemple, si vous décrivez totalement un genou, l'articulation du genou, eh bien, d'une certaine façon, vous inventez un automate. Vous savez qu'il y a une pensée de l'automate comme ça présente, presque une pensée robotique comme ça, qui est très présente dans l'Antiquité. Et la question que pose Patricia Falguière, c'est de se demander comment, dans un moment de l'histoire culturelle dominé par l'imitation, a pu surgir ce qu'on appelle aujourd'hui une innovation, mais qui n'était vraiment pas pensée ni prévue comme un concept organisant l'époque, au contraire. Et la théorie de Patricia Falguière, c'est que la capacité à s'émanciper du monde tel qu'il existe et à inventer un autre monde est venue des arts mineurs. Pourquoi ? Parce que c'est l'expérience de la matière, c'est la matière qui se transforme sous les mains de l'artisan ingénieur, on peut dire Léonard de Vinci, on peut dire Lédé Larrobia, on peut dire aussi Bernard Palissy. C'est quand je modèle la terre et que je la fais cuire et que les émaux se transforment sous l'effet de la chaleur et dans le four, que tout à coup quelque chose m'apparaît comme m'échappant et se transformant. Et dans la théorie de Patricia Falguière, c'est cette expérience de la transformation de la matière et par la matière qui a induit la capacité à penser la transformation du monde à partir d'une démarche qui au départ est une imitation de la nature.
Et je me suis dit que c'est un fil que suivent de près aujourd'hui les écoles de design et la pensée du design, c'est-à-dire d'avoir l'idée que la capacité à inventer est pilotée par l'expérience de la transformation qui peut venir des habiletés de la main. Voilà. Donc ce serait aussi une sorte de troisième signe, que c'est aussi bien sûr la vie de laboratoire, c'est aussi, je pense que ça fait écho à vos propres cultures de recherche et d'enseignement. Donc on pourrait en donner d'autres, hein, mais c'est trois fils qui me semblent par rapport à l'université assez significatifs. Mais bien sûr, on n'est pas là que dans des traditions, donc je laisse de côté pour le moment, ça viendra peut-être dans la discussion, toute la question des écoles actives, de Freinet, de Montessori et de bien d'autres, qui est aussi au cœur du débat, mais que je trouve parfois trop présent, parce que je ne veux pas dire qu'il y a quelque chose de réactionnaire ou d'archéologique là-dedans, mais je pense que non, ce n'est pas tout à fait la même chose que Freinet, et non, ce n'est pas tout à fait la même chose que Montessori, ne serait-ce que parce que ce n'est pas la même époque, déjà. Mais même s'il y a bien sûr des choses en commun, bien sûr, sur les questions de l'émancipation, de l'apprentissage par la main, de la liberté, de l'autonomie, de l'individualité, etc. Je voulais mettre un cadre plus contemporain et rappeler et cadrer avec trois événements. La première chose, c'est donc, j'ai pris l'exemple des défis du millénaire, le texte de l'ONU publié en 2015 et qui présente 17 objectifs pour transformer le monde. C'est pas que j'ai une vénération pour ce texte, mais on s'en sert avec nos étudiants parce que nous nous sommes rendus compte que nos étudiants, ils venaient pour ça et nous stimulions ça plutôt très facilement, avec quelque chose qui est un engagement dans la transformation sociale, dans l'innovation sociale et dans l'expérimentation. Et il nous est apparu dans nos rencontres avec les étudiants que ce qui les engage dans l'apprentissage, dans l'étude, c'est la promesse qu'ils se font à eux-mêmes d'être des acteurs de la transformation du monde. Et il y a dans une part importante de la population des étudiants cette conviction qu'ils sont, par exemple, on a dans les lettres de motivation des étudiants des textes qui finissent à quel est mon but? Avoir un rôle dans le bien-être d'au moins 1 milliard de mes concitoyens, par exemple. Des choses comme ça. C'est des choses que cette jeunesse de 20-25 ans n'hésite pas à dire si on lui laisse l'espace pour le dire. Et cette question du défi, qu'on trouve maintenant, curieusement, je trouve, depuis quelques années dans les énoncés des appels à projets de l'ANR. L'ANR essaie de nous faire travailler comme chercheurs par défi. Hein. Et on voit que cette culture du challenge, du défi, du dépassement, qui est devenu quelque chose qui est présent dans notre cadre de pensée, d'activité. Et chez les étudiants, en tout cas, le cadre dans lequel se placent nos étudiants, mais possiblement bien d'autres étudiants et de façon moins apparente dans d'autres lieux d'université, c'est l'idée qu'ils sont prêts à relever les défis, en tout cas à tenter de sortir de façon à la fois ultra-locale et dans un contexte où toutes ces expériences ultra-locales pourraient être connectées. L'idée que sur les questions de la faim, du savoir, de la mobilité, du climat, de l'usage mesuré des ressources, etc., la science a quelque chose à trouver et doit sortir le monde de ses impasses. Et de ce fait, dans la façon dont nous plaçons ici l'enseignement par le faire, par l'expérience, par la fabrication, y compris dans nos ateliers de fabrication scientifique ou informatique d'objets connectés, il y a l'idée on ouvre les mains comme ça largement avec d'un côté l'ambition de relever des défis sociétaux, civilisationnels et liés au développement durable et que de l'autre, c'est la recherche, c'est ce devenir chercheur qui crée le pouvoir d'agir. Et c'est comme ça que... La deuxième chose, c'est que tout ça ne vient pas que de... Il y a aujourd'hui, par exemple, il y a une origine aussi extrêmement industrielle à cela, et une origine qui vient des années 80 avec la méthode Kanban au Japon et des méthodes post-tayloriennes de découpage de l'activité, qui ont abouti à ce qu'on appelle les méthodes agiles, hein, des méthodes comme Scrum, dont j'ai parlé un petit peu. Et dans le making d'aujourd'hui, on voit une sorte de convergence entre diverses traditions que j'ai présentées de façon non complète et aujourd'hui des méthodes qui sont en fait les façons de fabriquer des objets, de les prototyper, de les inventer dans l'industrie des objets industriels et dans l'industrie numérique. Et de ce fait également dans nos façons de préparer nos étudiants au monde du travail, comme on dit, eh bien, il y a aussi cet intérêt qu'on peut avoir pour le fait d'organiser les groupes de travail de la façon, d'organiser le travail de l'apprentissage universitaire
d'une façon qui reflète moins les divisions du travail traditionnelles avec les hiérarchies de l'équipe jusqu'au contremaître, en passant par le bureau d'études, l'ingénierie, le pilotage stratégique ou financier, etc. Les organisations actuelles vont fonctionner davantage selon des... Alors j'ai repris là les objets, je vais redétailler. Donc là j'ai mis un extrait des objectifs du millénaire, j'ai mis le début, j'ai mis l'introduction. Donc il y a 4 entrées dans le début. L'humanité, la planète, la paix et les partenariats. Et donc nous sommes déterminés à éliminer la pauvreté et la faim sous toutes leurs formes et dans toutes leurs dimensions, à faire en sorte que tous les êtres humains puissent réaliser leur potentiel dans des conditions de dignité et d'égalité dans un environnement sain, etc. Ce type d'objectif, avec tout le côté ronflant, emphatique et autres, en même temps inspire énormément les makers qui veulent en fait se débrouiller avec ce qu'ils ont sous la main. Hein. C'est frappant dans les makerspaces. Vous avez des étagères de fils usagés, d'ordinateurs poussiéreux, de trucs de plastique dont on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et chaque fois qu'ils se baladent dans des friches urbaines, dans des lieux industriels abandonnés, ils ramassent, ils rangent, ils stockent. Donc il y a une sorte de base de données d'objets qui est à disposition. Et ils vont faire ce jeu qui est le jeu de la création, de créer dans un environnement contraint où ils n'iront jamais chercher de la ressource à l'extérieur de ce qu'ils ont en stock. Sauf pour des produits ultra innovants, par exemple le plus petit capteur qui est fabriqué quelque part au Japon et pour lequel ils vont faire un courrier à la personne qui a dit sur un blog qu'elle avait inventé ça et qui va leur envoyer un échantillon, un prototype à partir duquel il va travailler. Donc ces communautés ultra locales sont aussi des communauté totalement mondialisée, où quand vous êtes dans un hackerspace un soir à Paris à la Black Box, vous allez voir arriver quelqu'un de Rotterdam ou de Tokyo qui passe par là et qui va raconter ce qu'il est en train de faire à tel ou tel endroit du monde avec des tissus connectés, des choses comme ça. Et ces communautés très locales et très connectées vont se rencontrer dans ces makerspaces qui sont des carrefours où à tout moment on peut entrer dans un projet, comme on dit. Et vous avez une réunion par semaine ouverte où tout le monde peut arriver et raconter, quel que soit son savoir-faire, ce qu'il aurait envie de faire. Donc une infirmière qui dit qu'elle voudrait fabriquer un oreiller empreinte de forme pour les enfants de son service, quelqu'un qui aimerait bien, parce qu'il est en train de monter un spectacle théâtral, comprendre comment introduire un capteur de mouvement dans un vêtement, etc., etc. Donc sans aucun prérequis, on se met à travailler ensemble avec cette idée du low-cost, du low-tech et de quelque chose où ce qu'on fait localement a du sens pour toute notre espèce à un moment donné. Je voulais vous parler de 2 projets pour vous dire qu'on est quand même dans l'actualité justement une sorte de synesthésie et de syncrétisme dans les façons de fabriquer des objets nouveaux, en vous parlant d'un projet qui est devenu très célèbre, le projet de César Harada, Protei. Donc César Harada est un franco-japonais qui a été formé à l'ENSAD, qui est passé ensuite par le Goldsmiths College et par le MIT. Et au moment où il était au MIT, en 2010, je crois que c'est en 2010, éclate la terrible pollution du golfe du Mexique. Et il a 25 ans, il est designer, mais il se présente comme designer-chercheur, puisque au MIT, il est en train d'avancer loin dans les façons de concevoir des objets avec des nouveaux matériaux et évidemment beaucoup de connexions d'objets électroniques. Il descend au bord du golfe du Mexique en se disant « je vais quand même faire quelque chose, je ne vais pas laisser cette pollution sans rien tenter ». Et il observe, alors, parce que je trouve que tout le processus nous donne quelque chose finalement de l'orgueil et de l'engagement désinhibé de cette génération, qui est vraiment la plus grande des forces qu'on puisse avoir pour notre époque. Donc César, appelons-le comme ça, se met, je l'imagine comme ça, regardant les bateaux, et il voit que les très gros bateaux qui sont en train de dépolluer, il observe la façon dont ces bateaux travaillent. C'est des gros machins qui traînent des espèces d'énormes éponges, et ces éponges, en fait, drainent la masse de pétrole qui s'entoure à cause du sillon, comme ça, autour de ces trucs-là. Il remarque que ces bateaux sont très chers, très polluants, que tous les gens qui les pilotent sont malades, ont la peau qui tombe, des tas de choses horribles, quoi, ne respirent pas bien et tout ça. Donc, en fait, on pollue pour dépolluer, on est dans la pollution pour dépolluer. Et il se dit, mais ce serait bien plus intelligent si on mettait des millions de tout petits robots, de petits drones, qui auraient ce même mouvement, qui ne mobiliseraient pas, qui ne mettraient pas en danger des humains et qui
en cas d'alerte à la pollution, pourrait permettre de mettre tout d'un coup 2000 ou 3000 ou 10 000 petits robots qui nettoieraient à la place de ces gros bateaux. Et à partir de là, il imagine un immense projet où il va prendre la tête en tant que designer, il va devenir le chef d'orchestre d'un réseau qui va unir des océanographes, des spécialistes de la navigation, des flux de navigation maritime, des techniques de navigation, de la veille citoyenne écologique. J'en oublie sûrement, bien sûr, beaucoup, de l'administration des ports, toutes sortes de choses. Et il va travailler avec des gens qui vont être dans le monde entier. Ça, c'est une autre caractéristique de ce qui se passe dans les makerspaces. Il est capable, il va mobiliser au fil des années. Alors, comment il va faire? C'est intéressant de voir, parce que ça, c'est vraiment, je trouve, l'énergie de nos étudiants. Je vois, moi, je rencontre, les étudiants sont comme ça. Il va commencer, en fait, il y a tout un travail qu'on pourrait prendre pour du travail de communication, mais qui est devenu intimement lié au développement de ce style de projet. Et donc, il va commencer à publier ce qu'il est en train de faire. Ça va, comme une traînée de poudre, arriver dans de nombreux makerspaces du monde entier. Et une cinquantaine d'autres jeunes humains vont commencer à travailler avec lui à distance. Et entre 2010 et 2012, ils vont prototyper ce petit robot qui s'appelle Protei. Donc j'ai mis juste cette image très sobre. Si vous regardez sur Flickr, par exemple, Protei, vous allez trouver 3000 images qui vous donnent tout le making de ça. Et ça, c'est une autre caractéristique de ce travail juvénile, si je puis dire, dans les makerspaces, c'est que tout ce travail est documenté. Et que toute personne qui dirait « Tiens, ce qu'a fait César Arada pour nettoyer les océans », je pourrais le faire ou je pourrais m'en inspirer pour faire autre chose. Et je trouve que ça, c'est aussi exactement ce qu'on retrouve dans le travail scientifique, dans le travail universitaire, cette idée du partage à partir duquel on peut continuer autre chose et par analogie, par déplacement ou par approfondissement, avancer. Donc c'est vraiment le modèle des épaules de géant, quoi. Je m'installe sur le projet de César Arada et je continue autre chose. Je crois qu'il y a 3600 photos, je crois, et qui donnent tous les états du dessin, de la conception, de la motorisation, le making of des essais, de toutes sortes d'informations constantes aussi sur l'histoire économique. Et donc c'est pourquoi je disais qu'il s'agit là moins de communication que d'une activité intrinsèque au développement même du projet, parce que c'est parce qu'il a fait des TED Talks, des publications sur GitHub, sur Flickr, enfin de l'ensemble de la documentation, que cet événement est connu, partageable, et que petit à petit, il a mis le projet sur Kickstarter, qu'il a continué, que la communauté s'est agrandie, etc. Et il y a un deuxième projet du même genre qui est aussi un projet emblématique, c'est le projet Wikispeed, qui est un projet... Wikispeed Project, c'est quelqu'un qui est à Hawaï en voyage de noces et qui roule, un Américain, et qui roule dans sa décapotable en chemise à fleurs et cigare au bec, imaginons, et qui se dit qu'il y a une espèce de choc, là ça fait penser à la conversion de Paul Claudel à Notre-Dame quasiment, et qui se dit, mais putain, je sais pas comment il dit ça, je suis en train de salir la planète. Et il change de... C'est Damas, quoi, c'est le chemin de Damas, c'est Saint-Paul, il change de vie. Et il décide d'imaginer une voiture qui roulerait à 200 km/h et qui serait totalement électrique et complètement non polluante et fabriquée uniquement avec des matériaux de recyclage. Et ce projet emblématique, il est abandonné maintenant, mais en quelques mois, un prototype va être nominé dans un salon automobile, General Motors et tout ce qu'il y a de plus légitime en matière d'industrie automobile. En quelques mois, une équipe d'amateurs réunissant là encore une communauté du monde entier, dont il est vrai des ingénieurs du MIT et compagnie, parce que cette ambiance de défi attire beaucoup de gens qui se révèlent extrêmement qualifiés, mais aussi des amateurs complets. Et dans différents makerspaces va être installée la production prototypique avec une organisation par module totalement indépendant qui fait qu'en moins d'un an, il y a un prototype déjà très impressionnant qui vient challenger l'industrie automobile classique qui met plusieurs années, bien sûr, à établir des prototypes de ce genre. Et en fait, je voulais vous montrer cet exemple parce que c'est bâti sur la méthode Scrum, qui est donc cette méthode qui vient à la fois des transformations de l'industrie au Japon pour une organisation plus impliquante et responsabilisante pour chaque acteur, pour une production en cycle court, pour une révision constante qui permet de détecter très amont toutes les malfaçons, toutes les difficultés et d'améliorer sans cesse le process sur des équipes très courtes. Et ça va être transposé sur les méthodes de conception dites agiles qui vont se transformer dans la conception informatique aux méthodes dites en V. La méthode
méthodes en V, c'est les méthodes où on croit avancer d'une façon régulière vers un objet complètement défini. En fait, la méthode Scrum est une méthode complètement constructiviste qui intègre et qui accepte l'idée qu'on peut complètement changer de cap, étape par étape. Mais comme le projet est complètement découpé, on ne change pas forcément d'objectif, on déplace sans cesse les moyens, les rythmes, la vitesse, etc. Et cette méthode, en fait, elle repose sur différents points clés qui sont ce qu'on appelle d'abord des sprints. Un sprint, c'est le fait qu'on développe en cycle court et que sur des échelles d'une semaine ou de 2 semaines, on a du résultat. Alors évidemment, c'est un peu ces choses un peu caricaturales qu'on peut avoir dans ma thèse en 180 secondes, par exemple, mais ce serait amusant d'avoir un rythme de thèse où on pourrait dire « montre-moi ce que tu as fait en 1 semaine ». Enfin, c'est un peu ces logiques qu'on a aujourd'hui, sur lesquelles on peut être critique. Hein. Moi, je ne suis pas forcément en admiration, enfin, mais en tout cas, c'est des phénomènes du moment, c'est-à-dire ces phénomènes de production courte, comme les hackathons, comme les bootcamps, comme les workshops, où sur un temps très court, on rassemble des gens qui partagent un intérêt quelconque pour un même sujet, et on dit, ben oui, en moins de 2 jours, en moins d'1 semaine, on va produire quelque chose dont on pourra repartir pour faire autrement. Donc ces sprints, c'est des systèmes de production rapides, avec des formats, en fait. Dans toutes ces démarches-là, il y a des inventions de formats. On dit qu'on essaie de cranter les agendas autrement. On essaie de casser les formats habituels. Donc il y a de l'invention de formats, il y a du déplacement de calendrier, il y a de la rupture en fait. Et les mots-clés, c'est les mêlées, c'est des moments de brainstorm où on réinvente les choses, des moments de feedback où on contrôle tout ce qui s'est produit et on essaie de redresser en très peu de temps tout ce qui peut dysfonctionner. Et puis des moments de rétroaction où on change les orientations, où on replanifie sans cesse les choses. Avec une autonomie très grande des gens et des équipes, pas de centralisation jacobine, mais un système de documentation extrêmement fiabilisé qui fait que tout l'historique des idées, des schémas, des dessins est stocké dans des bases ouvertes type GitHub ou autre. Hein, et avec une exigence de documentation constante puisqu'on travaille à distance, on travaille sur des processus qui sont des processus cognitifs qui en général ne laissent pas de traces et que le design thinking a appris à documenter, à tracer, donc un retour très fort du dessin, du schéma, de la maquette, de l'esquisse, du prototype, du brief, un tas d'écrits, un tas de formes d'écriture qu'on appellerait dans nos mondes la littérature grise, non publiable, la littérature de travail, ce qu'on garde, et qui aujourd'hui prend plus de valeur que les résultats. Un peu ce qui se passe en sciences, où le partage des bases de données, des données brutes, prend progressivement une valeur qui vient challenger l'article fini, par exemple. Là, il y a quelque chose de ce genre où la valeur vient, et ça c'est un trait du travail en Fab Lab, en Makerspace, cette exigence de documentation, qui donne forme à ce qui auparavant restait dans l'implicite de la pensée créative ou conceptrice. Alors, troisième phase, c'est cette question de tout d'un coup ces makerspaces qui arrivent dans les écoles. Alors, je vais donner juste 3 exemples assez rapides, justement, parce que j'ai peur d'être un peu longue. Donc, je donne quand même un exemple maison. Ça vient de notre Open Lab et c'est un exemple ça s'appelle la fourmilière connectée. Alors, ça a été fait il y a 2 ans en relation entre un laboratoire, le laboratoire de Pascal Hersan, qui est aussi un des fondateurs majeurs de l'Open Lab, qui est directeur de recherche en physique CNRS et Paris Diderot, dans le laboratoire matériaux et systèmes complexes, et MSC. Et il y avait dans le laboratoire de Pascal une jeune fille qui s'intéressait aux fourmis. Et elle s'intéressait particulièrement à une qualité des fourmis qui est qu'elles sont photophobes. Mais personne ne s'était jamais demandé quelle couleur, quelle lumière, quel type de fréquence elles détestaient le plus. Et cette fille voulait savoir si les fourmis évitaient plutôt le jaune, le rouge ou le vert. Question intéressante qu'aucun matériel de laboratoire ne permettait clairement de tester. Et vous allez voir comment le fait que j'aime beaucoup ce projet parce qu'il montre bien qu'on peut fabriquer en Makerspace pas forcément des objets moins chers ou de récup, mais qu'aussi qu'on peut fabriquer des objets qu'on n'a pas les moyens de fabriquer autrement, qu'aucune intelligence humaine ne pourrait fabriquer avec d'autres ressources. Et là, en l'occurrence, la solution qui a été trouvée, c'est de fabriquer un labyrinthe pour pouvoir avoir une traçabilité des mouvements des fourmis qui allait éviter des biais. Par exemple,
il est possible que les fourmis, par nature, préfèrent se mettre dans le coin en haut à gauche, quel que soit, et pas forcément pour éviter un biais qui serait qu'il se trouverait que le coin en haut à gauche est couvert d'un petit capot rouge, et comme par hasard, c'est là qu'elles n'aiment pas ou qu'elles aiment aller. Donc pour éviter les biais, on s'est arrangé pour que les fourmis puissent changer de case souvent, et pour avoir des filtres qu'on allait déplacer, et pour pouvoir capter, en fait, pour avoir une traçabilité complète de tous les mouvements des fourmis, ce petit appareil qui a été prototypé et édité avec une imprimante 3D, ce petit labyrinthe, est connecté à un tapis Arduino en dessous. Donc en fait, les petites fourmis sont transformées en machines à big data, c'est-à-dire que chacun de leurs petits pieds produit un événement numérique enregistré par le biais des capteurs. Donc on a un enregistrement total de type big data de tous les mouvements des fourmis, connecté, enfin corrélable avec le découpage géographique, la spatialisation introduite par le labyrinthe et le jeu des déplacements. Donc on a quelque chose de parfaitement analysable, qui est complexe dans le projet de l'analyse informatique et qui en même temps qui est simplissime dans la réalisation. Pour nous, ça reste un projet exemplaire de ce que des étudiants, en association avec des chercheurs et avec le Fab Manager, peuvent fabriquer comme support d'expérimentation. Alors cette tradition, elle est très forte en physique. On sait par exemple que Pierre Curie était préparateur et était avant tout quelqu'un qui fabrique des instruments de mesure, des instruments d'expérimentation. Donc dans un laboratoire comme celui de Pascal, c'est une tradition qui reste forte et naturelle de fabriquer ses propres objets ou de les hacker comme on dit maintenant. C'est moins vrai en biologie, c'est moins vrai dans d'autres espaces scientifiques, mais en l'occurrence, on a cette réalisation qui est très intéressante. Il y a un makerspace qui est proche de ce qu'on fait aussi nous, parce que c'est les étudiants qui l'investissent. C'est celui de l'UPMC Lab, où là, vous avez, là j'ai mis un extrait il y a le lien pour aller regarder la vidéo, qui est une équipe d'étudiants qui décortique un drone, et ça rend bien compte de le mouvement d'apprentissage qu'on a dans les makerspaces. Je discutais avec Laurent Ricard, qui est le Fab Manager du Fab Lab, du Fac Lab de Cergy Pontoise, et qui me disait qu'en fait, le Fac Lab a un modèle différent. Il est moins, enfin ça commence à changer, mais au début, il était moins tourné vers les étudiants. C'était plutôt une ouverture de l'université à son écosystème environnant. Ce n'était pas des étudiants qui venaient au début, c'était plutôt des gens qui avaient du temps à passer et qui petit à petit sautaient le mur de l'université en fait pour entrer à l'université. C'était plutôt ça le projet du Fac Lab. Mais ce que Laurent Ricard m'expliquait, c'est que le mouvement s'il y a un mouvement général qu'il a pu détecter, c'est qu'au début, les gens viennent et regardent un truc extraordinaire, l'effet waouh, l'effet thaumaturgique comme ça. On regarde un drone qui vole, on arrête tout, on regarde comment c'est fait, on démonte, on décortique, on désosse, c'est un apprentissage très classique, et ensuite on dit non, 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 tu vas pas refaire le même, tu vas faire quoi toi, là, maintenant? C'est quoi que tu veux faire avec ça? Qu'est-ce qui t'intéresse? Donc ce mouvement en 3 temps, dont il dit que ça a tellement bien marché que maintenant on lui dit « Ah bah ça marche bien votre truc, on va vous envoyer les gosses ». Et il y a tous les gosses du quartier autour de Gennevilliers, et il m'a dit qu'à cette rentrée-là, il m'a dit ça avant l'été, il m'a dit « Je me demande ce qui va se passer ». Je ne suis pas très rassurée parce qu'à partir de la rentrée, on m'a expliqué que ça avait tellement bien marché qu'à partir de maintenant, j'aurai des classes toutes les semaines au Fac Lab. Et je ne suis pas tranquille parce que je ne sais pas comment ça va être pris quand je vais récupérer des groupes de 20 gosses. Est-ce que ça va être pris comme la séance de récré, l'après-midi piscine? Est-ce que je vais pouvoir garder ce mouvement en 3 temps? Est-ce que c'est le lieu qui est magique? Ou est-ce qu'au contraire, ça va servir d'alibi et ce n'est pas du tout ce qu'on attend qui va se passer? Il était ouvert à l'expérimentation, mais comme tous les animateurs de ce genre, tous les médiateurs scientifiques, tous les Fab Managers, qui savent que c'est moins le lieu qui est important que la communauté qui se construit, on est toujours très inquiet des espèces de spoliations qui peuvent se faire et où on a l'impression que parce qu'il y a une imprimante 3D, roule ma poule, on va tous fabriquer c'est pas si simple et ça suppose un temps long.
Ça suppose le désir de venir tout seul, venir avec d'autres, amener les siens, s'installer, trouver son coin, commencer avec des petites choses, prendre confiance. Parce que, d'une certaine façon, ce sont des espaces terrifiants et illisibles. Quand on entre dans un makerspace, on se dit, oh là là, surtout moi, hein, au début, quand on se dit, mais je fais quoi là? Je vais parler à qui et comment et pourquoi? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est des espaces difficiles parce que quand on entre, tout le monde est affairé. Il n'y a pas un hall avec une signalétique, asseyez-vous là, on va venir vous chercher, c'est ouvert de 9h à... etc. Tout ça, il y a des rites qui sont déconstruits et qui supposent en fait des reconstructions avec justement des déplacements. Il y a des déplacements volontaires, il y a des déstabilisations volontaires pour que les gens reconstruisent une posture qui est vraiment une posture de socialisation sur place sans avoir les scripts et les comportements attendus. Là, je voulais vous montrer aussi, j'aurais pu montrer le bio-hackerspace parisien qui est très célèbre, qui est la Paillasse, et qui a été monté par Thomas Landrin, qui est d'ailleurs un ancien étudiant du CRI, même si bien sûr il est autre chose qu'un ancien étudiant. Donc Thomas Landrin a monté le bio-hackerspace, qui est en fait un Fab Lab consacré à l'analyse des processus biologiques, génétiques, donc où on fait de l'agriculture hydroponique, des textiles intelligents, des expériences scientifiques, de la détection d'OGM dans les produits, toutes sortes de choses comme ça. Et là, on voit ce nouveau phénomène qui est très lié à la culture Fab Lab, qui sont les laboratoires citoyens. Donc il y a une autre convergence dont je n'ai pas parlé, mais dont je parle maintenant, c'est la convergence de ce making avec les sciences citoyennes et les sciences participatives. Donc là, il y a un exemple qui est très célèbre, c'est le Aquarium, qui est un très grand laboratoire citoyen et dont on peut se demander, donc construit sur les modes du Fab Lab, mais avec des objets qui sont les tissus vivants, l'électronique imprimée, les capteurs, les nanobiotech, et qui viennent challenger en biologie synthétique des laboratoires de biologie, à la fois dans une démarche dite de design critique, c'est-à-dire de montrer des démonstrateurs aux citoyens et leur dire où vont les évolutions de la génétique ou de la biologie, et qu'on a tous intérêt à se pencher sur ce que ça pourrait devenir et regarder ce que ces formes d'automatisation ou de mesure par les données pourraient donner sur le vivant et sur la subjectivité. Donc ça, c'est le design d'alerte, le design critique, le design stratégique. Et puis aussi, tout simplement, un partage de ce qui auparavant avait un très très haut niveau d'accès. Le point d'entrée était très haut en termes scientifiques. Et aujourd'hui, avec cette culture du low-tech, il y a des machines qui sont très accessibles, hein, des machines qui permettent de faire des démonstrations et des analyses déjà avancées, sans prérequis de culture conceptuelle et scientifique importante. Et c'est ça aussi l'effet du makerspace. C'est la même chose en informatique. Quand vous programmez sous Arduino, en 2 heures, vous apprenez à programmer un LED qui clignote. C'est rien, mais vous voyez tout de suite ce qui s'est passé et vous avez tout un process de ce qu'est le code informatique et l'instruction faite à une machine qui vous rentre d'un coup dans le crâne parce que vous l'avez fait. Eh bien, ces simplifications de langage informatique, de langage de conception, de pratiques de conceptualisation, elles sont en train de suivre, on a le même abaissement de la difficulté qui nous arrive en biologie ou en génétique, et du coup, il y a une préparation citoyenne à imaginer et à construire. Et dans l'éducation citoyenne, dans l'espèce de littératie scientifique dont on a besoin pour être un citoyen lucide aujourd'hui, ces ateliers publics d'apprentissage de la biologie sont à la fois des lieux, en quelque sorte, protestataires et contestataires, mais aussi des lieux d'éducation. Donc ça fait partie aussi de quelque chose, évidemment, où le laboratoire, de ce fait, est interpellé du dehors et amené à ouvrir ses portes. Et même si dans la culture actuelle de beaucoup de scientifiques, les sciences citoyennes ou les sciences participatives ou les sciences, disons, dégradées qui se font dans des open makerspace ne sont pas du tout prises en compte, ça va quand même très certainement peser, et peut-être très vite, sur le sens de ce qu'est un laboratoire dans la cité connectée, globalisée, participative actuelle. Et pour finir, on revient sur le champ d'action. J'ai mis un extrait, c'est pas le blog de Sophie Blittmann, c'est un article d'Olivier Rollo qui raconte en fait, c'est le moment du colloque de la CPU en 2015, où il y a un programme novateur qui sort. Et puis aussi, c'est le moment du rapport de Florence Koller qui a fait un travail collectif sur
l'évaluation des lieux universitaires et l'évolution vers de nouveaux campus. Le constat de tout le monde, c'est que nos étudiants ne vivent plus dans les lieux universitaires comme auparavant. Il y a une consommation du temps et du lieu de l'université qui n'est pas le nôtre et qui n'est pas celui qu'on attribuait il y a encore peu au groupe d'étudiants. Disons de façon schématique que les étudiants venaient suivre des cours et s'en allaient. Et ce que tout le monde constate, c'est que les étudiants viennent habiter l'université, veulent vivre là, veulent travailler ensemble, et que c'est pas simplement... alors au début, on a dit, bah oui, ils ont des appartements vilains, tout petits et très loin. Bah oui, c'est normal, ils sont tellement ados maintenant, ils peuvent plus se séparer. Bah oui, ils sont pas comme nous, ils travaillent en écoutant de la musique. Bah oui, c'est... bon, et puis finalement, ben non, c'est autre chose, quoi. C'est-à-dire que nous, tout ce qu'on peine à intégrer comme le peer-to-peer teaching, le travail par l'erreur, le travail collectif, le fait que la documentation et l'échange a plus de valeur que le résultat, le fait qu'on ne veut plus être évalué quitte ou double, mais qu'on veut entrer dans un processus collectif, eh bien ça se traduit dans le fait que, où que vous alliez dans l'université, vous avez des étudiants qui s'installent, ça fait longtemps maintenant, mais le sens que ça prend, vu le caractère massif et constant du fait devient différent. Les étudiants, ben, maintenant, ils veulent aussi avoir des salles modulables, ils veulent pouvoir participer en visioconf à un colloque qui a lieu au bout du monde, ils veulent avoir le droit de réserver des salles, ils veulent pouvoir organiser leur travail en tant que pleinement usagers des universités. Et pour le moment, c'est clair, nos systèmes informatiques, nos systèmes d'attribution des espaces ne savent pas faire. Donc c'est très frappant comment dans l'université aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont engagés et lucides sur des transformations subtiles mais très très importantes du comportement des étudiants en particulier, puis aussi des profs. Et puis en fait, vu l'immensité, l'énormité des processus de décision d'organisation, malgré la bonne volonté de chacun, par exemple, on me racontait que ok, on veut construire une cafétéria évolutive à l'université, très bien. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il y a la direction du patrimoine qui va dire « Ah non, 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 ça ne va pas du tout parce que moi, je sais ce que c'est qu'une cafétéria, je sais ce que c'est qu'une salle de travail, ce n'est pas du tout les mêmes normes d'isolation, de sécurité et autres, c'est clair, vous ne pouvez pas. » Et donc, il va y avoir un travail de négociation permanent où les expertises de chacun, les systèmes de droit, de procédure et autres vont nous montrer que non, les profs et les étudiants ne sont pas chez eux à l'université et sont des invités ou des intrus qui ne sont pas là pour dire ce qu'il faudrait faire avec les lieux. Et c'est des choses qu'on découvre, des forces en présence comme ça, qu'il n'est pas question d'attaquer frontalement parce que c'est des expertises professionnelles d'abord qui ont plus de pouvoir que le désir d'un enseignant, ensuite qui réfèrent à des systèmes de droit et réglementation qui n'ont pas été construits par hasard. Donc il y a une grande difficulté autour de ça. Et il y a par exemple en ce moment à l'université, à la faculté de pharmacie, à la faculté de médecine, il y a des étudiants qui ont imaginé tout seuls un living lab pour transformer la formation des médecins, mais ils n'ont pas de local. Donc c'est un living lab virtuel qui se déroule, de ce que j'ai compris, surtout sur Facebook, hein, où il y a donc une prof de la faculté de médecine, une prof associée qui était directrice d'innovation, Florence Grenassia, qui est venue ici avec un étudiant, Babak Nachabouri, qui finit ses études d'internat, qui finit sa thèse là, ces temps-ci, et qui va être chargé par l'université d'imaginer là où on pourrait installer un makerspace dans la fac de pharmacie. Et comme il a rencontré ici Nicolas Tchano, qui lui-même est jeune chef de clinique en médecine, ils se sont mis ensemble pour faire travailler ensemble. Et c'est finalement, on voit même chez les médecins, par exemple, cette stratégie qui est de confier le projet à c'est les étudiants qui ont l'initiative, mais les profs de médecine disent « Allez-y, vous allez vous débrouiller mieux que nous ». Et on voit que des étudiants, enfin en l'occurrence des étudiants avancés, vont être mandatés implicitement par les professeurs qui dirigent les processus, pour arriver à débloquer un peu, à assouplir des choses qui ne sont pas si simples à faire. Donc le rapport de Florence Kohler est extrêmement intéressant, il est documenté, il y a beaucoup d'enquêtes, et il faut qu'on sorte de ce moment un peu pathétique où chaque fois qu'on veut trouver un lieu universitaire innovant, on se tape le bâtiment Rolex de l'EPFL, quoi. Dont d'ailleurs on nous dit qu'il n'est pas si terrible que ça une fois qu'on a vu la photo. Donc il y a sûrement d'autres choses à faire, et voilà. Et donc, alors, je finis cet exposé en disant, oui c'est ça,
Oui, donc c'est pour ça. Alors, ce que tu disais tout au début, Hubert, moi j'ai souvent entendu au CNUM, et il y a Stéphane Destinguin qui a souvent dit, enfin, je ne sais pas s'il l'a souvent dit ou si je l'ai souvent répété tellement la phrase m'a plu, c'est plutôt ça. Il a dit, je trouve ça très très simple et magique, il dit plus on a pu travailler à distance, plus on a eu besoin de se voir. Donc c'est cette idée qu'on vit, hein, d'une société ultra connectée, où on peut être le matin sur Skype avec quelqu'un qui est à Tel Aviv ou à Auckland, mais en fait on a besoin d'être en face à face, et donc ces étudiants et tech qui arrivent de partout, c'est parce qu'ils cherchent le carrefour dont ils ont besoin pour mettre à l'épreuve, expérimenter. Et donc, l'université, d'une certaine façon, si vous acceptez le raccourci conclusif, devient une sorte de makerspace où les gens ont besoin de se rencontrer pour expérimenter et où il y a au moins 3 façons de voir le makerspace universitaire, à la fois comme un symbole, comme un démonstrateur d'autres processus de fabrication moins tangibles, moins visibles, moins matérialisés, moins liés à l'informatique, au bricolage électronique, où c'est aussi donc un démonstrateur, quelque chose qui va donner de l'appétit, qui va donner envie à d'autres profs et qui va permettre de débloquer les choses, c'est-à-dire qu'il va nous permettre d'expliquer bien ce qui est en train de se passer dans les transformations du savoir actuellement. Le deuxième niveau d'utilisation d'un makerspace, c'est que ça fait entrer des intervenants différents. Alors c'est surtout vrai dans le secondaire ou dans le primaire. Un collègue d'un collège de Roubaix me racontait qu'il a fait une collaboration dans le collège Albert Samin de Roubaix avec le makerspace, le MELAB, et que le Fab Manager a mis 3 ans à ce que les profs lui disent bonjour. Parce qu'il n'est pas prof, il n'a rien à faire là. Voilà. Donc ça reste, nous c'est moins comme ça dans l'université, c'est des lieux plus ouverts, je pense moins sécurisés à l'entrée, etc. Encore que Vigipirate n'aide pas trop les choses. Moi-même quand je vais à l'université, si j'ai rendez-vous à Paris 7, tout ça, c'est difficile d'entrer, je suis obligée de justifier, mais vous êtes qui, vous n'avez pas la carte de l'université, ben, vous ne pouvez pas entrer, etc. Donc c'est des choses aussi, on voit qu'on est maintenant étranger aussi dans le... Bon, c'est temporaire, mais c'est des choses qui sont assez frappantes. Donc, ouvrir les universités à des ingénieurs, à des entrepreneurs, à des hobbyistes, à des retraités, qui ont droit de citer, qui ne sont pas simplement de passage, qui peuvent aider, qui peuvent passer de la compétence. C'est la deuxième vertu de ces makerspaces. Et puis, la troisième, c'est que ce sont de véritables lieux d'invention où, petit à petit, par exemple, Thomas Landrin à la Paillasse récupère en quelque sorte des invendus du laboratoire. Il a reconstruit un laboratoire qui est une vraie simulation d'un laboratoire. Il a récupéré plein de matériel parce que le matériel des laboratoires change souvent et de façon un peu dégradée, on peut reconstruire à très bas prix un laboratoire. Donc c'est des authentiques lieux d'expérimentation pour des inventions étudiantes et ça donne au statut du travail étudiant une visibilité, une qualité tout à fait haute, c'est-à-dire qu'on sort de l'exercice et on a des étudiants qui gagnent des prix, qui décrochent des bourses pour aller plus loin dans leurs prototypes, qui montent des entreprises. Donc cette idée, bon, sans mythifier l'entreprise, il y a une transformation de la socialité et de la visibilité du travail étudiant où il peut y avoir des créations et des inventions. Et de ce fait, je crois, donc nous, au Conseil national du numérique, dans le travail qu'on a fait et qu'on est en train de continuer avec Thierry Mandon, puisqu'il a fait cette demande, alors je ne me prononce pas sur les choix de vocabulaire qu'on a fait parce qu'il y a une dimension de communication et enfin je les assume, mais je n'adhère pas forcément à 100% de ce que je fais moi-même, mais... On a proposé des scénarios de transformation numérique des universités autour de 5 axes. Et c'était assez drôle de voir qu'au début, on nous a dit « Mais attention, c'est pas du numérique tout ça, c'est pas ça du tout du numérique. » Je vais vous expliquer ce que c'est le numérique. Le numérique, c'est quand il y a une prise électrique, un écran, du Wi-Fi. Ah oui, le Wi-Fi, ça c'est un problème. Et le débit, ça c'est un problème. Ce qui est vrai. Hein. Mais donc, nous, on a considéré qu'une stratégie numérique commencerait justement, une stratégie de transformation numérique commencerait quand on serait capable de penser ensemble des choses que les spécialités maintiennent dissociées. Et que justement, la transformation des lieux signe la transformation numérique des rapports des étudiants et des enseignants à l'apprentissage. Donc, et la transformation des lieux fait consensus. Tout le monde étant d'accord pour la transformation des lieux universitaires et tout le monde étant d'accord sur la valeur et l'importance que ça convient, ça a été notre premier axe. Notre deuxième axe, c'était développer des politiques de contenu en open access en intégrant des standards, ce qui n'est pas le point fort des universités. Et les standards d'indexation, les standards d'interopérabilité, les standards qui permettent aussi l'analyse algorithmique automatisée des data et qui permettent de
développer de la data science sur les données de l'apprentissage. Il y a une profonde valeur de tout ce que produisent les universités. Et je ne sais pas si c'est très politiquement correct d'en parler, mais comme certains d'entre vous savent sans doute, Elsevier anticipe ou suit, je ne sais pas trop, la transformation de son modèle économique. Et avec la difficulté devenue évidente de maintenir à long terme un accès payant aux articles produits par les universitaires, il cherche un nouveau modèle économique et il s'introduit actuellement dans les universités en proposant aux universités de valoriser leur contenu en développant du digital learning. Bonne idée, mais et donc en introduisant aussi des techniques de big data et d'analyse automatisée d'adaptive learning. Donc les universitaires ont à avoir de la vigilance. Il ne s'agit pas d'exclure les partenariats, mais les contenus sont déjà produits. Depuis 10 ou 15 ans, les services informatiques et TIS des universités enregistrent des cours. Bien entendu, c'est une très très grande richesse. Depuis 10 ans, on met surtout en valeur les contenus de recherche. Mais par exemple, à Paris Descartes, la conscience de la valeur des contenus pédagogiques, elle est très ancienne, hein, elle est très solidement ancrée. Et voilà un moment qui est venu de montrer, parce qu'il y a un changement de vocation des universités qui est très clair. Là où la formation continue est une sorte d'activité annexe dont les présidents attendent d'une cash machine qui ne vient pas, parce que quand on fait l'analyse concrète, on voit que c'est plus des centres de coûts que des centres de profit. Mais nous pensons au Conseil national du numérique que le modèle qui se dessine, c'est en fait une université pour tout le monde, et plus du tout, beaucoup moins une université ciblée sur des 18-23 ans, mais une université ouverte sur la ville, où la pensée dominante, c'est qu'un monde qui est complètement transformé par la nécessité pour chacun d'apprendre à apprendre tout au long de la vie, doit trouver au cœur des universités le carrefour dont on a besoin pour que tout le monde puisse réfléchir ensemble à ce que c'est qu'apprendre, à ce que c'est que la science, à ce que c'est que le partage des savoirs, à ce que c'est que les sciences citoyennes, etc. etc. Donc on pense que cette politique de contenu qui rendra beaucoup plus visibles les connaissances créées dans les universités, stockées dans les universités, accessibles dans les universités, est un moment très important. Et on a proposé aussi, avec toutes les contestations possibles, les critiques à venir, et déjà de parler de science, de l'apprendre à apprendre, au sens où il nous apparaît que dans un monde qui parle tout le temps de l'apprentissage mais qui ne sait pas ce que c'est, les universités sont extraordinairement qualifiées pour en parler, puisqu'elles réunissent en leur sein des chercheurs en sciences cognitives, en psychologie, anthropologie, philosophie de l'éducation, autour d'une informatique des données qui se révèle composer un champ EdTech extrêmement puissant, et les sciences de l'éducation aussi, que je ne dois pas oublier. Les sciences de l'éducation n'apprécient pas trop qu'on commence à s'intéresser à l'apprentissage. C'est vrai, c'est un peu vrai. Et disent, mais laissez-nous tranquilles, on fait ça depuis 20 ans, et c'est exactement ce qu'on dit, ne venez pas parler sur nous et à notre place. Et donc ça, je pense que c'est vraiment un moteur de transformation sociale dont les universités devraient prendre la tête, puisque pour nous pensons que la désintermédiation qui est arrivée à toutes sortes de systèmes économiques, de transport et autres, est arrivée aussi à l'université, et que le transfert, par exemple, des données concernant les trajectoires étudiantes à LinkedIn est une véritable désintermédiation de l'université. Et que les façons que nous avons de travailler tous sur Google Drive ou sur Gmail, parce que c'est plus pratique, sont une désintermédiation des services numériques universitaires. Et que de désintermédiation en désintermédiation, les universités ont à se poser la question de la permanence et du redesign d'une université dans un monde où le savoir circule sans du tout que les professionnels du savoir se sentent concernés, puisque pour nous, culturellement, depuis le début du processus de Bologne, on considère que l'économie de la connaissance, c'est une sorte d'escroquerie qui consiste à marchandiser le savoir, et que nous, on va rester en dehors de tout ça, dans nos laboratoires et autres, et qu'on n'est pas concernés. Et si, bien sûr, on est concernés, et on devrait être au pilotage de ces questions-là. Et donc, de ce fait, je pense qu'il y a des nouveaux modèles économiques à inventer. Je critiquais cette vision, puis pardonnez-moi hein, le goût de la caricature, cette vision un peu restrictive de la formation continue. Quand on voit, par exemple, par ailleurs, j'ai pensé à des exemples près de chez nous, le laboratoire Illumins, le gros changement de modèle qu'on voit, c'est que
les entreprises qui viennent chez Illumin, ce n'est pas des entreprises qu'Illumin se supplie de venir en disant venez, on va faire un incubateur, ça montrera qu'on est ouvert à des partenariats. Je crois que c'est plus sur des modèles de partenariat. Des gens comme Dassault Systèmes ou d'autres entreprises disent on a besoin de venir dans l'université parce que quand ce sont des médecins qui nous montrent comment se déroule une scène de diagnostic, on gagne en qualité de modélisation de façon... Il y a une qualité qui est bien plus grande et de fait une économie qui permet qu'on puisse développer des produits pour l'éducation, alors que si on était en coût réel, loin des universités, le coût de développement serait plutôt de 50 millions d'euros. On le divise par 2 en travaillant avec vous. Et si on veut que la France soit présente dans une économie numérique de la connaissance, eh bien on a besoin que la façon dont des entreprises innovantes nous considèrent comme des living labs et ont besoin de venir apprendre tout près des professeurs de médecine, des professeurs de toutes disciplines, eh bien je pense qu'il y a une autre façon de construire la présence des universités et des lieux d'apprentissage dans cette économie du numérique, qui est une économie de la participation, de l'innovation ascendante et de la connexion et des échanges de savoir. Et de ce fait, le dernier point, bon, Chief Digital Officer, ça ne s'appellerait peut-être pas comme ça, mais là où on a des partitions de territoire entre les DSI, quelle que soit leur renomination, leurs relations complexes, leur positionnement variable vers les secrétaires généraux, les présidents, les différents conseils, les VP numériques qui se répandent mais qui n'ont pas de pouvoir fonctionnel, qui n'ont pas vraiment de service, qui ont des relations sans doute privilégiées avec les TIS. Les TIS qui sont positionnés, qui se sont repositionnés sur l'ingénierie pédagogique mais qui ont une forte culture évidemment d'ingénierie multimédia et qui n'arrivent pas, même si c'est là sans doute que j'en profite puisqu'il y a des TIS qui sont là, si c'est là qu'il y a la maturité la plus grande sur la transformation numérique, en termes d'autorité et de pouvoir de gouvernance, c'est peanuts. Et c'est pourquoi Mandon, très clairement, nous avait saisi sur la question pédagogique, parce que le calcul qu'on a fait ensemble, parce que le dialogue est bon et facile, ce qu'on a voulu dire, c'est que l'innovation ascendante, c'était le retournement des processus de décision et de reconception des universités, directement avec les professeurs et les étudiants, et que la pédagogie étant d'une certaine façon le point aveugle, voire méprisé de l'université, c'était là que la transformation était en cours. Et l'idée de Mandon, c'était de redémarrer j'appelle ça un redesign, mais j'ai passé 3 ans dans une école de design, alors vous me pardonnerez. En tout cas, une reconception comment dire, on pourrait dire centré métier, en tout cas que le germe de la transformation des universités vient du groupe d'un TD, d'une alliance entre un prof et un groupe d'étudiants, etc. D'où cette idée qu'un Chief Digital Officer serait la clé d'une politique numérique cohérente qui impose des transformations de culture métier très fortes, où justement, et que ces cultures métiers évoluent dans une meilleure connaissance et un meilleur respect de ce qui fait le sens des universités, le partage des connaissances. Et pour nous, cette pensée du makerspace, elle est illustrative et à la fois moteur de ces changements-là. Voilà. J'ai peut-être parlé beaucoup plus longtemps que ce que j'avais prévu parce que je voyais ça juste comme un appetizer et ensuite on discutait, mais j'ai peur d'avoir... Je ne vois pas l'horloge là, donc voilà. Alors, combien ça coûte, ça, j'en ai une idée claire sur le... Donc, en fait, dans notre Open Lab, on a fonctionné avec très très peu de moyens. On achète les machines, donc ça fait à peu près un investissement d'environ 50 000 euros. Il y a des tas de façons de... les imprimantes 3D, elles coûtent aujourd'hui autour de 2 000, 3 000 euros. Donc vous pouvez avoir une addition qui est très faible. Vous allez augmenter si vous achetez une laser cutter, si vous achetez une fraiseuse numérique. Et puis bien sûr, il y a pas mal d'autres machines d'équipement. C'est pour ça que je chiffre autour de 50 000, mais on peut ouvrir avec 20 000 euros. Dans un budget d'université, ça n'a rien d'extraordinaire. Après, il y a des règles de sécurité, il y a des règles d'occupation. Donc, il y a plein de façons de contrôler les accès pour être à la fois très ouvert et en sécurité. Mais bien sûr, il faut quand même un Fab Lab Manager. Donc, ça fait un poste qui peut être un poste à mi-temps, mais qu'il faut trouver un moyen de financer. Pour tout le reste, nous, on a travaillé en bénévolat complet. Et on a, avec ce Makerspace, à la fois hébergé des projets étudiants, travaillé pour le compte des aventuriers, eu des projets volontaires qui étaient juste en résidence chez nous et même eu un accélérateur d'entreprise
entreprises, hein, où on a fait un modèle donnant-donnant avec des entreprises, des jeunes entreprises, pas forcément des projets étudiants, des projets un peu plus tardifs, des projets de gens entre 25 et 30 ans, sur des projets qui étaient tous liés, par exemple, à des analyses, à des boîtiers open source concernant du big data ou du deep learning, ou des projets d'ailleurs, beaucoup de projets aussi autour de l'éducation, et qui ont participé avec nous au management du lieu, c'est-à-dire qui ont fait des échanges, qui ont fait des cours, qui ont aidé des groupes, etc. Donc nous, ce n'était pas des gros budgets. Après, la pérennité, elle est compliquée dans cette mesure-là, et il y a des façons d'avoir des modèles économiques autour de ça, hein. On peut gagner de l'argent avec un Fab Lab, on peut faire des cotisations. Nous, on a fonctionné avec des appels à projets. On a répondu à des appels à projets ciblés sur ces questions-là. Après, je pense qu'effectivement, pour la transformation en question, il faut beaucoup d'argent pour la transformation numérique des universités. Et ça ne peut pas se faire. Moi, je trouve, vous savez que les entreprises sont très peu mobilisés sur cette question des universités, et que l'attitude des universités, ce qu'ont fait les universités avec les fondations et autres, n'ont pas changé fondamentalement les rapports avec les entreprises, où on dit aux fondations, donnez-nous de l'argent, on sait très bien quoi en faire et ne vous occupez pas trop de quoi on peut faire. Je pense qu'il y a des partenariats différents à imaginer, mais je n'ai pas d'exemple à citer. Je pense par exemple que ce qui se passe autour d'Illumin, sur de la coproduction de serious games, ou d'activités de formation en réalité virtuelle, je pense que les universités devraient être fondatrices et entrepreneuses sur des sujets comme cela, parce que c'est des sujets qui sont très fondés sur les sciences cognitives, la psychologie développementale, y compris et les sciences humaines, puisque modéliser des situations d'interaction, modéliser des situations d'échange coopératif, ça touche à la sociologie du travail, à la sociologie interactionnelle, aux sciences de l'information et de la communication, à l'anthropologie des techniques, à l'anthropologie des pratiques. Donc pour moi, les sciences humaines sont extrêmement présentes dans ces transformations et devraient aussi être sollicitées et écoutées sur les transformations de l'apprentissage, évidemment, et sur les transformations des lieux et sur tout ça. Donc pour moi, j'ai pris des exemples comme ça parce que ça tient à notre public habituel, et puis parce que ça convainc toujours davantage les gens. Mais pour moi, c'est avant tout une extension du rôle des sciences humaines. C'est ce que je vis dans les réflexions et l'étoffe et la densité de ce genre de projet vient des sciences humaines. Cet après-midi, en complément à ce que vient de dire Sophie, dans les témoignages qu'on aura, on a typiquement SHS, puisque le collègue de P13 a ouvert un ludospace, où pour les étudiants, c'est arriver à construire des jeux éducatifs à partir du space. C'est aussi un makerspace qui a été construit à moindre coût, à des coûts vraiment relativement bas. Il y a une dynamique là avec les étudiants de SHS qui s'installe, futurs enseignants entre autres, sur la création de jeux éducatifs. Et il sera là cet après-midi. Alors au niveau des droits d'auteur, on a pas mal travaillé la question parce qu'effectivement c'est un souci, enfin c'est pas un souci, c'est une question vivante aujourd'hui. Ils veulent à la fois partager et mettre les données ensemble sur un site GitHub, mais d'un autre côté ils disent c'est quand même mon idée à moi et je veux la protéger. En fait, dans l'économie du droit d'auteur, le droit d'auteur nous fait quand même beaucoup de mal, et la vision restrictive du droit d'auteur, le fait de publier ses recherches et ses inventions est une protection, c'est-à-dire l'antériorité de la création en soi protège. Donc la protection sous Creative Commons n'est pas du tout, la publication sous Creative Commons n'est pas antagonique du droit d'auteur. Et en fait, dans ce que beaucoup d'étudiants ou de profs d'ailleurs s'imaginent relever du droit d'auteur, quand on regarde ou de brevetables, il est très très rare, il y a très peu d'inventions en fait dans ce qui se passe dans ces endroits-là, parce que c'est beaucoup de la recombinaison de choses existantes et c'est très difficile à breveter. Donc ça relève très peu je ne dis pas de droit d'auteur, mais le brevet est finalement une solution coûteuse, complexe juridiquement et souvent peu adéquate au type de production qui viennent de cette invention qui met en relation des choses déjà existantes, de l'innovation sociale, des transformations de public, des choses comme ça. Donc la meilleure façon de se protéger, c'est de créer vite son projet et de le développer. Et c'est ce que font les Creative Commons et l'économie du partage sont un moyen de protéger les inventions. Mais dans la vitesse. Mais c'est des sujets sur lesquels les universités ont besoin de parler, de communiquer. Elles le font d'ailleurs. Il y a des réflexions sur le droit d'auteur qui sont portées par des juristes et qui sont très intéressantes. Mais les solutions existent, elles sont là. Et c'est nos cultures qui sont à changer. Les étudiants ne demandent que ça.